je viens de lancer dans la nature un livre vert qui est un livre de questions. Qu'est-ce que vous souhaitez pour que cette mobilité urbaine soit maintenue, c'est un bien, mais en même temps devienne plus compatible avec l'environnement. Nous mettons quelques espoirs légitimes aujourd'hui dans la voiture électrique, notamment pour la mobilité urbaine. Et nous mettons des espoirs aussi dans l'usage de certains biocarburants deuxième génération qui devraient ne pas avoir d'inconvénients pour l'environnement. Sur la longue distance, oui, il est temps de voir comment utiliser, par exemple, l'espace maritime. Aujourd'hui, les autoroutes de la mer sont à leur début et on peut penser que le jour viendra où du Havre à Bilbao, les camions seront embarqués sur des bateaux qui pourront ainsi les conduire jusqu'en Espagne. Ça, c'est la mobilité européenne de demain. Pour les passagers, il n'y aura peut-être pas nécessairement besoin de prendre un avion pour des distances de 500, 600 km, que le train à grande vitesse apportera à cet égard une alternative intéressante. Et le trafic aérien, lui, pourra se consacrer à des distances beaucoup plus longues et au transatlantique, par exemple. Quand on pense mobilité en Europe, on pense surtout EasyJet, Ryanair, toutes ces compagnies low cost qui nous permettent de faire des voyages d'un week-end à l'autre bout de l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui va tendre à disparaître avec la hausse du prix du pétrole? Non, mais il faut aussi que d'abord ces low cost soient stimulés et incités à acheter des appareils qui consomment moins de kérosène et par conséquent émettent moins à la fois de CO2 et de NOx. Nous voulons faire rentrer le transport aérien dans ce fameux système d'échange de droits d'émission. Autrement dit, j'ai tout intérêt à avoir un appareil moderne, beaucoup moins polluant, puisque je n'aurai pas à payer de droits d'émission, ce qui ne sera pas le cas si je continue à voler avec, ma compagnie continue à voler avec de vieux avions beaucoup plus polluants. Alors, c'est un élément clé. Nous essayons de faire passer ce dispositif au plan mondial. C'est très difficile parce que les États-Unis sont très hostiles. Il faudra organiser, gérer mieux notre mobilité, et là, la navigation par satellite, c'est-à-dire le GPS, mais le GPS prolongé, très amélioré avec Galileo, permettra, par exemple, à un transporteur de marchandises d'éviter de faire un retour à vide, parce qu'il aura beaucoup plus d'informations, et surtout, pour nous tous, nous saurons qu'à certains moments, mieux vaut pas prendre notre voiture pour ajouter à la congestion des routes. Il y aura toute cette gestion du trafic, ce système de transport intelligent. C'est un super GPS en fait. Oui, c'est un GPS à la fois bien plus précis, puisqu'il donne des localisations à moins d'1 mètre. Et deuxièmement, c'est un signal beaucoup plus sûr, parce que c'est un signal totalement civil, qui n'est pas d'emblée affecté à des usages militaires comme est le GPS, et que par conséquent, la fiabilité de Galileo sera très grande pour tous les opérateurs civils. Nous souhaitons une décision du Conseil des chefs d'État européens avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'il faut que Galileo puisse se mettre en place d'ici 2013. Il y a 30 satellites, il y en a un qui est déjà envoyé, mais il y en a encore 29 à envoyer dans le ciel. Il y a des segments au sol, et tout cela doit faire l'objet d'un accord entre les principaux industriels européens qui savent faire du spatial. C'est pas très facile, mais il y a des raisons d'espérer, dans la mesure où beaucoup de PME, de petites et moyennes entreprises, attendent Galileo pour développer des applications. On peut dire que la navigation par satellite va beaucoup aider les citoyens européens à améliorer leur vie quotidienne.